Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous propose de démarrer. Vous mettez en route. Parmi cet emprunt, donc il y a un emprunt, il faut le souligner aussi, un emprunt à taux zéro par rapport justement à la maternelle Villancourt. Donc ça c'est quand même important, on emprunte, mais voilà, on essaye aussi d'emprunter au mieux. Toujours donc au niveau de la dette, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est légèrement en dessous des ratios d'endettement des villes de même strate, donc plutôt un bon indicateur. Le stock de la dette s'élève à 18 millions d'euros et un taux moyen à 1,99%. Donc plutôt très intéressant. Et quand vous regardez sur le dernier chapitre, la dette donc, est très faiblement risquée, puisqu'on est à 78% en A1, et pour 17% seulement, on est en A2, donc très faiblement risqué au niveau de la dette. Voilà, monsieur le maire, pour le débat d'orientation budgétaire. Merci. Est-ce que ça appelle des observations? Oui. Simone Torres, et puis ensuite Martine Glé. Cela fait environ 1 mois et demi maintenant que notre groupe a intégré l'exécutif municipal. Nous apprenons à travailler ensemble, nous découvrons les dossiers, nous prenons notre place et nous allons voir comment apporter notre part, avec notre sensibilité propre, au travail municipal. Les nouvelles conditions de travail font que nous sommes associés au projet dès le départ. Les diverses réunions auxquelles nous participons désormais répondent à nombre de nos questions et nous permettent d'avoir un meilleur regard, un regard plus complet et plus fin sur la ville et ses besoins. Cette situation nouvelle ne nous permet toutefois pas encore d'avoir suffisamment de recul pour évaluer avec tout le discernement nécessaire ce budget. D'autant que de nombreuses décisions ont été prises il y a longtemps, sans que nous y soyons associés, que nous avons toujours des interrogations sur certains dossiers et que des désaccords subsistent. Néanmoins, et conformément à nos remarques de début de mandat, les choses se sont améliorées et nous avons pris acte de la situation financière relativement favorable. Je remercie David Issette et Christine Vacher pour les éléments qu'ils nous ont apportés, le travail qu'ils ont accompli, et je les remercie également de leurs alertes sur les enjeux et les difficultés de ce budget. Une inquiétude forte pour nous, en plus du désengagement sans précédent du gouvernement qui persiste et s'aggrave, le désengagement des partenaires territoriaux que sont la région et le département, celui de la région Méditerranée et de la CAF, est très inquiétant. Les collectivités doivent assurer la continuité du service public pratiquement seules et avec des moyens qui ne cessent de diminuer. Certes, l'investissement est important, mais la situation des villes que je viens de décrire nous oblige à rester très vigilants. Des interrogations demeurent sur les enjeux de certains dossiers, par exemple sur celui des moulins de Villancourt. Car même si la culture scientifique est importante à nos yeux, la pertinence d'un investissement aussi important auquel il manque toujours 800 000 € reste d'actualité et nous interroge toujours. D'autre part, second point sur lequel nous serons vigilants, l'organisation de la ville. À nos yeux, chaque évolution de poste, que ce soit en plus ou en moins, doit se faire avec les personnels et leurs représentants. Chaque départ en retraite doit faire l'objet d'un échange et ne doit pas signifier le non-remplacement. Nous avons besoin, la population de plus en plus fragilisée a besoin d'un service public de qualité. Pour qu'il le soit, les moyens, entre guillemets, humains sont nécessaires. Ce qui m'amène à un autre sujet d'inquiétude, l'augmentation des coûts. Lorsqu'on mutualise les moyens, ça mutualise les coûts, mais ça doit aussi améliorer le service public. Certes, la métropole, par exemple, apporte par certains points une plus-value, mais elle ne peut pas être la seule réponse. Je pense ici à l'exemple du service de l'état civil qui, de par la quantité énorme de travail à gérer, puisqu'il travaille pour plusieurs communes, se retrouve obligé de fermer plusieurs samedis de suite. Les salariés du service public ont un métier difficile et doivent être respectés, on ne peut pas leur en demander toujours plus. J'ai bien noté qu'il y avait une difficulté légale à remédier à cette situation. Néanmoins, cela ne doit pas nous empêcher de travailler et de trouver de nouvelles formules qui soulageront les agents et permettront de garder un service de qualité pour les citoyens. Enfin, nous sommes favorables à l'amélioration du cadre de vie des Pontois tant qu'ils ne dégradent pas leurs conditions de vie. De grands projets, des investissements, c'est très bien, mais les gens regardent d'abord quel service public est rendu. Il est plus important de bien vivre, et ce n'est pas qu'une affaire de gros sous, et de bien vivre partout, dans tous les quartiers de la ville. Je pense, puisque c'est d'actualité, à la période des fêtes.
Il y a encore quelques heures, un habitant me questionnait pour savoir si cette année il y aurait des sapins et des guirlandes lumineuses partout ou encore uniquement au centre-ville. Il regrettait que tous les centres commerciaux de la ville n'aient pas le même traitement. Pour finir, je sais que notre position est atypique, mais dans cette période difficile, il nous a semblé indispensable de rassembler les forces de gauche tout en restant éveillés, en alerte. Nous gardons et garderons notre liberté d'expression et d'action, à la fois positive et critique quand il le faudra. Et nous le redisons, si nous avons pris cette responsabilité, c'est dans l'intérêt commun. Nous voulons tenter d'améliorer le quotidien de tous, de la petite enfance à la maison de retraite, et ça ne passe pas que par l'argent. L'évolution des choses ne peut pas être uniquement budgétaire et nous resterons attentifs à ce que les dépenses ne soient pas exponentielles. Toutes ces raisons feront que lors du vote de ce budget, nous nous abstiendrons. Par la suite, selon les décisions qui seront prises, selon l'impact qu'elles auront sur le CCAS, nous déciderons en toute connaissance de cause, en ayant été ou pas associés aux arbitrages de notre position. Merci. Merci. La parole est à Martine Glay. Quelques mots, ce qu'on appelle un schéma directeur des équipements sportifs est en phase de lancement, avec notamment l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, pour nous aider demain, en lien avec les associations sportives, culturelles, toutes les associations, tout simplement de bien dimensionner les équipements dont nous aurons besoin, et aussi tout simplement toutes les aménités que les clubs sportifs auront besoin. Les douches devront-elles être communes entre certains clubs, etc., etc. De penser finalement des équipements qui soient pertinents à l'échelle de la ville. Donc c'est un schéma directeur. Et puis surtout, c'est aussi une façon de repenser l'implantation des équipements, eu égard au fait que nous avons une carte des risques aujourd'hui et que nous ne pouvons pas laisser un certain nombre d'équipements, notamment extérieurs, de terrain, tout simplement dans des périmètres qui restent encore sous des périmètres de risque. C'est une responsabilité que nous devons avoir, tout simplement, à un moment donné, de les positionner à des endroits où le risque est alors, faible ou nul, tout simplement dans l'intérêt des populations et des jeunes et des enfants qui vont sur ces terrains, mais aussi des adultes. Donc c'est en cours, et le travail sera fait évidemment avec les associations, de façon partenariale, et avec tout simplement également les élus des commissions considérées. Oui. La seconde, c'est aussi le bien-être de la population, mais c'est surtout le bien-être des enfants. Parce que, évidemment, j'ai discuté avec des parents d'élèves, parce qu'ils parlent beaucoup de leurs enfants et de cette semaine à 4 jours. Donc, ils voudraient quand même savoir ce que vous allez vraiment décider, parce que, ils sont quand même quelque part inquiets, et ils voient leurs enfants fatigués. Je pense que vous avez dû avoir ces échos aussi. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Je laisse la parole à Corinne Grillet. D'accord. Pardon. Je vais faire un peu une réponse de Gascon, mais je vais quand même vous répondre et vous dire qu'en fait, on va s'inscrire dans la continuité de la concertation dans laquelle on s'est mis depuis le début de ce PEDT, donc depuis 2014, même depuis 2013, puisque on a commencé à réfléchir collectivement en 2013 pour le passage de 4 jours à 4 jours et demi. On a évalué le PEDT, on sort même de l'évaluation de ce PEDT, et on a des comités de suivi, dont un qui a lieu dans 15 jours, où les parents d'élèves sont invités, et j'espère qu'ils viendront, pour qu'on puisse échanger collectivement sur les enjeux de cette semaine de 4 jours et demi ou de 4 jours, et de l'intérêt pour nos enfants, dans le respect du rythme de chacun, pas seulement des parents aussi, et surtout des enfants. De remettre les enfants au centre du débat. Voilà, donc vous pouvez leur rapporter aux parents qu'ils sont les bienvenus à cette réunion. Merci. D'autres interventions ?
Sur le point des rythmes, pour ne pas aller trop loin, je pense qu'il faut... Vous savez, lorsque il y avait eu un changement des rythmes, la ville de Pont-de-Clair avait attendu 1 an avant de mettre en place la réforme. Je voudrais juste le rappeler parce qu'il est bon de rappeler l'histoire. Hein. Parce qu'on s'était dit finalement, le sujet n'est pas de savoir si on passe à un système ou on sort d'un système pour aller vers un autre, mais finalement, quel est le projet autour de tout ça? Quelle est la qualité du service public, tout simplement éducatif? Quelle est la place du pédagogique? Quelle est la place je dirais, du non-pédagogique, ou en tout cas du périscolaire et autres? Et finalement, cette qualité. Je rappelle que nous avons un investissement par enfant qui est un des plus forts de l'agglomération. Les calculs montrent que c'est près de 320 € par enfant, comparativement à près de la moitié dans la plupart des autres communes. C'est-à-dire qu'il y a un effort qui est fait, qui est important. La question, elle est donc de savoir finalement quel projet nous avons. Donc, ceci ne se fait pas, je dirais, simplement en décidant oui, non, peut-être, mais comment? C'est finalement quel projet derrière cela. Je crois que tout est ouvert dès lors que c'est bien le fond qui prime et non pas la forme. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une société où la forme est trop présente. Et en tout cas, nous, notre rôle d'élu, c'est effectivement toujours de revenir sur le fond des choses, la qualité du service, la place des agents dans ce dispositif-là, qui est un élément extrêmement important, leur rôle, et comment nous avançons pour fabriquer quelque chose qui a du sens et qui fait que finalement, c'est bien ce service public éducatif qui nous mobilise, et pas simplement une décision d'un oui ou d'un non, ou 4, 4,5. Il y a plein d'options possibles qu'il faut poser, tout simplement, pour pouvoir définir ce qui est le plus intéressant pour l'enfant, pour son émancipation, pour son développement, tout simplement en lien avec l'ensemble des acteurs territoriaux, des parents, des équipes pédagogiques, des acteurs culturels, des acteurs associatifs. C'est tout cela qui doit faire tout simplement cette dynamique-là. Et nous y viendrons, comme l'a dit Corinne Grillet, effectivement, avec les rendez-vous, et ils sont ouverts, en tout cas. Oui, Dolores Rodriguez. Bonsoir. Alors, c'est la première fois que j'interviens en tant que présidente du groupe Ensemble pour Pont-de-Clair d'Hiver Gauche. Je tiens au nom de mon groupe à se féliciter quand même alors je sais pas si on peut l'appeler la remplir, mais en tout cas le rapprochement du groupe communiste citoyen et Front de Gauche dans ce travail commun. Alors je ne veux pas rappeler qu'on a fait preuve, nous, depuis très longtemps, de notre analyse, sans être des politologues avérés, de l'intérêt que la gauche s'unisse, et je m'en félicite. Je suis tout à fait d'accord avec les propos de Simone Torres sur le personnel, et je suis très attachée, parce que notre groupe est très attaché. Je rappelle qu'il est composé quand même d'une manière assez particulière de la plupart de délégués syndicaux. On va travailler ensemble, évidemment. Il faut qu'on ait en responsabilité. Alors par rapport à l'intervention de David Issette, qui est très clair, on a les communes qui sont étranglées, toutes les communes, y compris de la métropole, se réinterrogent sur chaque départ à retraite. Évidemment qu'on ne va pas supprimer de manière comme ça, sans réfléchir, départ à retraite, mais moi, il y a quand même 3 solutions pour mener à bien nos projets. Moi j'en connais que 3 peut-être, que si on a une baguette magique, qu'on m'explique comment on peut faire. Il y a, on s'endette, on augmente la fiscalité, ou on essaye de faire des économies sur le fonctionnement. En étant très attaché à la qualité du travail, évidemment que tout ça doit se faire dans le cadre du dialogue social. Tout s'est fait jusqu'à présent dans le cadre du dialogue social, à travers les instances, à travers les demandes de rendez-vous données par les organisations, on a reçu les organisations syndicales. On a réglé certaines questions. On a beaucoup de questions à régler sur l'application du statut, parce qu'on peut pas non plus toujours défendre le statut et à Pont-de-Clair être le village gaulois qui ne l'applique pas. Donc il y a des choses à remettre un petit peu en ordre, voilà. Donc je compte sur Simone Torres qui représente le CCAS, OCT,
qui est une instance, hein, je vous rappelle, le CT, c'est pas un groupe de travail, donc c'est une instance, on le prépare et on travaillera ensemble pour pas qu'il y ait de casse du tout, hein, parce que l'amélioration de la qualité de vie au travail, le maire a signé le protocole, c'est un travail qui se continue, donc je propose aussi que le groupe qui aujourd'hui ait une place dans le groupe AQVT, c'est important de voir le travail qui est fait par les services, par les directions, pour pas dégrader. Et juste un petit bémol, aujourd'hui, si le service état civil a été fermé certains samedis, c'est du fait qu'il y avait 2 agents en arrêt maladie et que ces 2 agents-là font des missions qui ne peuvent pas être remplacées au pied levé. Voilà, on peut pas mettre un agent pour voilà. Donc on compte sur tous et en bonne intelligence on est aussi des gestionnaires. On peut pas rester que dans l'idéologie, me semble-t-il. On a des responsabilités et on compte sur tous pour les mener à bien. Merci. Merci. D'autres interventions? Maxime Linfosi. Les gouvernements changent et l'effort demandé aux collectivités locales est toujours violent. Avec une dotation globale de fonctionnement figée et une retenue directe sur notre fiscalité de 243 000 €, qui nous classe au 19e rang national sur les 439 communes impactées par ce prélèvement. Dans un contexte très difficile, l'État nous contraint pour ce budget 2018 à appréhender les orientations de manière globale et à analyser les enjeux à venir jusqu'à la fin du mandat avec un plan pluriannuel de fonctionnement. Malgré cette crise de confiance entre l'État et les collectivités locales, nous garantissons tout de même le financement des investissements structurants pour permettre la transformation de la ville en concertation avec nos concitoyens. L'année 2018 sera une année charnière, avec une programmation en investissement de près de 8,5 millions d'euros engagés sur l'ensemble du territoire. Cela vient d'être dit par David Issette. Aucun territoire n'est oublié. Aménagement du centre-ville, Zac-les-Minotiers, rénovation du quartier Île-de-Mars Olympiade, aménagement du quartier Gringalet via les APU, construction de l'école Villancourt et réhabilitation de l'école Jean Moulin, notamment, pour ainsi contribuer au redressement de notre pays et relancer la croissance. Également, nous maintenons un niveau de service public de qualité, répondant aux besoins des Pontois, notamment sur le champ des politiques de solidarité et éducatives. Les subventions aux associations locales sont maintenues, élément majeur du lien social et de la cohésion locale. Ce cap sera bien évidemment maintenu en adaptant nos organisations et modes de gestion pour réduire nos dépenses, comme cela vient d'être dit. Monsieur le maire, le groupe socialiste et apparenté soutient votre action et se félicite de la qualité de ce débat d'orientation budgétaire. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Oui, Éléonore Perrier. Monsieur le maire, mes chers collègues, un bref mot pour notre groupe. Effectivement, on peut tous partager le désamour manifeste entre le gouvernement et les collectivités territoriales, qui est évident, avec des choix qui sont faits, qui sont assez terribles. Quand on voit également l'attitude des partenaires, Simone Torres l'a rappelé, et je l'ai encore en mémoire de manière très vive pour le social, que sur la région ou le département, c'est quelque chose qui est particulièrement impactant sur nos politiques municipales également et particulièrement préoccupant. Donc on n'en sort pas, on en parlait déjà en 2014 et c'était déjà catastrophique avec le gouvernement actuel, enfin à l'époque. 2017 encore, ça continue avec un nouveau gouvernement, pas mieux. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. La ville manifestement se débat et c'est bien tout le sens de l'action politique et évidemment notre groupe s'inscrit complètement dans les et maintien de la qualité de service public, service de proximité à destination de l'ensemble des populations et également des plus précaires, tout en
mais maintenant un investissement important, puisque c'est quelque chose qui est important de marcher sur deux pieds, et sur le fonctionnement et sur l'investissement, et de ne pas délaisser l'un face à l'autre. J'ai bien entendu également les préoccupations sur les ressources humaines, qui est une vraie préoccupation, et je crois que personne effectivement ici n'a de baguette magique, et nous ne pourrons être qu'en soutien à la dure tâche qui sera menée par l'adjointe aux ressources humaines notamment, et tous ceux qui sont sur ces questions-là, parce que ce n'est jamais de gaieté de cœur quand un poste n'est pas remplacé, et je pense que c'est quelque chose qui est partagé ici par l'ensemble de la majorité. Pour autant, il y a une réalité avec laquelle il faut savoir faire face, et c'est aussi le rôle du politique de pouvoir prioriser, donc ça sera également notre rôle. Donc 2018 s'annonce une année qui ne sera pas forcément des plus simples, mais c'était déjà le cas des années précédentes, et nous avons la chance de pouvoir compter sur des agents qui sont dévoués et qui défendent le service public, et c'est notre grande chance. Merci. Merci. D'autres interventions? Non. Quelques mots pour conclure. Nicolas Sarkozy a finalement injecté un poison durable dans l'esprit des gouvernants. C'est lui qui est à l'initiative finalement de ces baisses continues de dotation. Je ne voudrais pas qu'on oublie à chaque fois, et finalement qu'on ne se rappelle que de le gouvernement -1, mais nous avions eu effectivement un démarrage extrêmement sévère, qui a perduré et qui perdure encore aujourd'hui. Qui perdure encore aujourd'hui parce que, encore aujourd'hui, le gouvernement, alors à peine une semaine après le congrès des maires, vient de réduire de près de 50 millions la dotation de solidarité à l'investissement local, qui touche d'ailleurs beaucoup plus les communes rurales. Il n'y a pas une semaine où finalement ce qui a été dit se retrouve démenti. C'est une réalité. Les contrats aidés nous touchent, vous l'avez entendu tout à l'heure, 80 000 € pour la commune de Pont-de-Claix. Vous mesurez l'impact. Et en tout, pour cette année 2017, c'est 2,5 milliards qui ont été ainsi ponctionnés sur les collectivités. Donc d'un côté, on nous explique que finalement les dotations ne bougent pas, mais sur les côtés, ça ne fait pas que mordiller, ça consomme durement, et ce qui évidemment rend les choses encore plus complexes. C'est profondément injuste. Je voudrais juste le rappeler parce que finalement, ce sont les collectivités qui ont honoré leur signature depuis des années. Depuis des années, on leur demande de contribuer. Elles contribuent. Et elles contribuent toujours à 100% de ce qu'elles ont, ce sur quoi on leur a demandé de s'engager. Elles ont toujours été là. C'est elles qui ont contribué aux 2/3 à la baisse du déficit national, alors que l'État, pendant ce temps-là, lui, ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, mais il continue d'ailleurs à ne pas le faire. Et c'est ça le sujet où la chose est terrible. C'est comme si vous aviez finalement... vous aviez une victime finalement facile. Les collectivités sont la victime facile du gouvernement. Aujourd'hui, puisque il suffit de prendre, pas de sujet, les dotations baissent, les maires assument malgré tout, toutes et tous, leur mission, les élus assument toujours toutes et tous leur mission, mais néanmoins, nous continuons à contribuer. Donc nous sommes finalement des proies, je dirais, faciles et dociles d'une certaine façon. Même si je peux vous assurer qu'au dernier congrès des maires, l'ambiance n'était pas aussi docile que les médias ont bien voulu nous faire croire. C'est surtout que quand on a un discours qui a près d'1h15 de retard, où la plupart des maires, la salle et devient de plus en plus clairsemée, et finalement, il en reste beaucoup moins pour soit effectivement désapprouver, ou en tout cas s'opposer. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les maires, quelle que soit leur sensibilité politique, sont extrêmement inquiets, tout simplement pour faire leur mission. Pas plus, pas moins. Et je puis vous assurer que réussir à l'Association des maires de France
à produire une motion unanimement, extrêmement rapidement, mais extrêmement dure, et je souhaite qu'elle soit mise d'ailleurs sur le site internet de la ville, que nos concitoyens qui vont sur le site internet puissent la lire, la réalité de ce que l'ensemble des maires de France ont voulu exprimer. Je crois que ce qui était aussi exprimé dans cette motion, c'est que nous ne voulons plus participer à de concertations dès lors qu'on nous dit « mais ne vous inquiétez pas, rien ne baissera » et qu'il n'y a pas une semaine où ça ne baisse pas. On ne peut pas être dans un type de dialogue comme cela. Nous avons juste besoin d'être considérés, que les élus de France soient considérés, tout simplement, par leur rôle et leur mission, et dans leur mission. Donc, je pense que ce débat d'orientation budgétaire est regardé, d'ailleurs, dans les interventions. Finalement, nous parlons de moins en moins du contexte. Tellement, finalement, nous finissons par nous y habituer à cette dégradation nationale. Les premières années, nous étions vent debout, nous le sommes toujours, mais finalement, nous finissons par être un peu blasés de tout cela, car, encore une fois, je le dis, il y a des missions qui ne pourront plus se remplir, il y a des communes où les missions ne se remplissent plus, ne peuvent plus se faire. Nous essayons, nous, de tenir, je le dis, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Le sujet va être là. Il en va de la cohésion sociale, il en va tout simplement, et moi je ne digère pas, je ne peux pas digérer que nous soyons contributeurs aujourd'hui à la solidarité nationale. Ce sont les Pontois qui ont besoin de solidarité nationale. C'est pas l'État qui a besoin de la solidarité des Pontois. C'est ça la différence. Notre sujet, il est là. Donc moi, je crois qu'il faut que nous restions en permanence mobilisés sur ces sujets. Il ne s'agit pas de défendre des petits précarés, quoi que ce soit. Il s'agit de défendre, encore une fois, des postes, des remplacements de postes sur des missions qui sont essentielles. Évidemment, personne ne le fait de gaieté de cœur et personnellement, je préférerais que nous puissions effectivement à chaque fois augmenter la force du service public là où il a besoin et il y en a besoin. La réalité, c'est que nos capacités ne nous le permettent pas et nous avons un devoir de voter un budget en équilibre. Nous sommes les seuls à avoir ce devoir-là. Donc, je le dis, moi, je ne m'habitue pas à cela, ce traitement de cheval qui nous est fait. Et je le dis, il faut en permanence et toujours combattre finalement ce désengagement. Le président Barouin, et je vais le citer, vous allez voir l'originalité quand même, je cite le président Barouin, président de l'Association des maires de France, a dit au président de la République « Vous avez devant vous votre garde républicaine », en parlant aux maires. Et en disant finalement, sachez entendre les besoins des élus locaux et des élus territoriaux pour faire d'eux des éléments majeurs, d'elles et eux, les éléments majeurs de la reprise économique et en tout cas de ce service public et de ce soutien de proximité. Voilà l'enjeu. Nous verrons si cela se réussit. J'ai quelques doutes, vous l'imaginez, et encore plus puisque chaque jour, je découvre évidemment ces désengagements. Je terminerai par un point. L'année dernière, j'avais déjà exprimé mes inquiétudes quant au désengagement du département sur les politiques sociales. Je le redis aujourd'hui, je suis extrêmement inquiet sur le désengagement sur les politiques personnes âgées, dépendance, où là, mes inquiétudes sont de plus en plus fortes, des échos commencent à revenir de façon assez forte, et nous ne laisserons pas, je le dis ici, baisser cette qualité de service public en direction tout simplement des personnes âgées, de notre commune, mais d'ailleurs d'autres communes, puisque nous servons et nous travaillons pour les autres communes, très largement au-delà du canton, mais tout simplement dans cet esprit qui est le nôtre, qui a toujours été celui de Pont-de-Claix, d'être finalement ouvert, je dirais, aux autres communes autour et de pouvoir rendre des services avec les communes, évidemment, et le département. Donc je suis inquiet là-dessus et je pense que nous serons extrêmement vigilants, tout simplement pour que, encore une fois, le département se ressaisisse pleinement, car, encore une fois, nos aînés, nous devons véritablement en prendre soin, et particulièrement soin, comme d'autres, hein, mais en particulièrement nos aînés. Donc ce débat a eu lieu, il ne fait pas l'objet d'un vote, on en prend acte, tout simplement en espérant qu'effectivement, d'ici
la fin de l'année, la loi de finances nous réserve des surprises positives. Mais en même temps, ça fait depuis quand même bien longtemps qu'on ne croit plus au Père Noël, quand même. Voilà. Merci à vous pour ce débat-là. Je vous propose de laisser la parole à David Issette pour le budget annexe Régie de transport, décision modificative numéro 1. Donc décision modificative numéro 1 pour la régie de transport. Donc c'est pas grand chose, c'est juste un changement en fait de chapitre puisqu'on a fait moins de, je dirais, d'appels à des services des privés et on a plus géré en interne. Donc il y a juste un basculement de 3 500 € par rapport au plus de charges de personnel mais moins de charges de gestion courante. Merci. Est-ce que ça appelle des observations? Non. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci. David Issette pour une autorisation de signer une convention d'entente avec les communes voisines. Alors, convention d'entente donc concernant le garage municipal. Donc on avait passé une convention à l'époque donc avec les communes donc de Claye et de Champagné. Et là, en fait, d'autres communes sont venues nous demander pour étendre en fait la convention d'entente, donc aux communes de Var, Salières et Risset, Jarry, donc Jarry pour le CCAS et le CIS, donc le syndicat intercommunal. Donc nous pour mutualiser la gestion du garage municipal, attention aux autres communes pour l'année 2018, reconductible 3 ans. Merci, c'est plutôt un beau projet, là aussi, d'entente collective entre les communes. De solidarité. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci. Toujours David Issette pour une convention à signer avec la métropole. Donc convention par rapport à la gestion donc de la compétence eau potable, donc puisque la métropole utilise des locaux qui appartiennent à la ville, donc on passe une convention donc avec la métropole pour tarifer en fait la location de ces locaux, donc à un tarif de 50 € annuel au mètre carré occupé, donc qui vient remplacer la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2016, puisqu'il y a eu un changement de tarif. Merci. Est-ce que ça appelle des observations? Non. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. David Issette pour une convention là aussi avec la métropole. La même chose, sauf que c'est pour la compétence voirie. Donc ce sont des locaux différents, mais au même tarif, 50 € par an au mètre carré occupé. Merci. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. La parole est à David Issette pour les admissions non-valeur de créances éteintes. Donc pour une somme de 1126 €, donc malgré tous les recours faits par la trésorière principale, donc il y a des décisions de justice qui sont conduits des effacements de dettes suite à des dossiers de surendettement. Donc voilà, créance non recouvrable pour une somme de 1126 €. Merci. Des observations? Pas d'observations. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci. Une autorisation pour signer un avenant numéro 1, la convention entre la ville et le CCAS. Voilà, donc la convention qui lie la ville et le CCAS pour les refacturations vient être modifiée puisqu'il y a eu notamment à compter du 1er octobre 2017 un groupement de commandes notamment pour la téléphonie. On a parlé tout à l'heure lors du DOB, donc un groupement de commandes pour l'achat du gaz et de l'électricité. Donc là il y a plusieurs villes aussi qui se sont associées pour la téléphonie. Et donc le CCAS est maintenant une entité entière. Donc la ville ne refacture plus les services de téléphonie au CCAS, mais le CCAS fait partie du marché de téléphonie. Donc c'est pour ça qu'il faut modifier la convention. Et pour tout ce qui est aussi au niveau des services départementaux de la PMI, puisque jusqu'à maintenant, ils occupaient des locaux, et comme il va y avoir le déménagement au Carrefour Mozart, le CCAS, donc il va y avoir des conventions. La convention va être différente par rapport au CCAS. Merci. Des observations? Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. Je laisse la parole à Mebroc Bouquercy en remplacement de Sam Toscano pour l'avis sur le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant Drac-Romanche que l'on appelle le SAGE. Micro. C'est un schéma qui fixe les règles de vie des acteurs du territoire concernant directement ou indirectement les eaux de surface, rivières, lacs, etc. Donc il a pour objet d'orienter l'action des différents acteurs qui ont une influence sur la ressource en eau
de manière à atteindre les objectifs d'intérêt général à travers un plan d'aménagement de la gestion durable et de la ressource en eau au milieu aquatique pour le PAGE. Donc ce schéma décrète une bonne qualité des eaux, un équilibre entre ressources, la garantie de sécurisation, la préservation des milieux, la protection des personnes. Vous vous souvenez d'ailleurs, on avait fait un conseil exceptionnel là-dessus. Voilà. Donc il s'agit d'un document de planification d'une portée réglementaire. Il y a une petite faute de frappe, je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein, c'est pas compatibilité, c'est compatibilité. Voilà. Donc je vous demande d'autoriser le maire à signer cet objet sur l'avis de projet. Merci. Des observations sur cette délibération? Oui, Patrick Durand. Très, très courte. J'ai participé au débat sur ce dossier et il a été voté à l'unanimité, donc c'est aussi intéressant. Et il a été pointé à l'occasion du débat l'évolution des neiges de culture notamment. Et on sent bien que cette question aujourd'hui avec l'évolution climatique est un sujet qui est un nouveau sujet qui n'a pas obligatoirement fait l'objet de la totalité du traitement, mais je pense qu'il faut qu'on soit attentif à cette question. À la fois, je comprends que les stations aient besoin de pouvoir travailler, mais la gestion de l'eau à ces niveaux-là est aussi une vraie question. Donc, je pense notamment du côté de Champs-Rousse et l'accès sur la Romanche. Donc, c'est un sujet sur lequel il faudra qu'on soit attentif sur on ne parle plus de canon à neige, ça fait trop guerrier, on parle de neige de culture. Merci. Des observations? Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. En l'absence de Sam Toscano, je présenterai cette délibération. Il s'agit du renouvellement de l'adhésion de la commune à l'Institut des risques majeurs, à l'IRMA. Là aussi, association bien connue, qui aide de nombreuses collectivités sur la question des risques majeurs, qu'ils soient technologiques, naturels. Je rappelle que cette association a connu de grosses difficultés il y a quelques années de cela, pas si longtemps que ça. Le désengagement de la région, notamment. Je mets aux voix, donc il s'agit tout simplement d'une cotisation de 420 €. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. Il s'agit Nous arrivons au bout avec un vœu de soutien pour le maintien de l'ouverture de la gare de Luce-la-Croix-Haute tout au long de l'année 2018, mais en même temps aussi de rappeler notre soutien indéfectible à la ligne Grenoble-Veynes-Gap, dite ligne des Alpes. Le redire, nous sommes à un moment particulier avant les grandes assises de la mobilité nationale, où va être posé à un moment donné, évidemment, la pertinence du réseau ferré et de son maintien. Et évidemment, nous estimons que pour 3 raisons particulières, il est nécessaire de maintenir cette ligne. D'abord, pour un sujet d'aménagement du territoire majeur, à la fois le sud de la métropole, mais les territoires voisins, le Trièves, mais bien sûr aussi les Hautes-Alpes. C'est une solidarité interterritoriale, interrégionale qui est posée. C'est une des seules lignes qui fait le lien aujourd'hui par cet angle-là entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA. C'est aussi un argument tout simplement de mobilité, de liaison entre des hommes et des femmes qui viennent travailler sur la métropole ou liaison touristique également. Et enfin, troisième aspect, on parle de transition énergétique, on parle de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Le ferroviaire est par essence le mode de transport idéal. Lorsque l'on voit que certaines collectivités nous proposent de mettre des cars sur les routes pour remplacer, on a de quoi être perturbé. Mais évidemment aussi, il s'agit tout simplement de soutenir le maintien de la gare de Luce-la-Croix-Haute tout au long de l'année et effectivement de rappeler l'attachement des citoyens. Il y a eu un collectif samedi dernier qui s'est réuni à Veynes, j'y étais, pour représenter la métropole mais aussi la ville, avec de nombreux parlementaires des Hautes-Alpes, de l'Isère, peu d'élus régionaux, hélas, des élus départementaux des Hautes-Alpes, quelques élus départementaux de l'Isère, beaucoup de maires, des maires des petites communes, qui étaient là pour montrer leur attachement. Nous étions près de 180 personnes,
et tout simplement pour dire que nous voulons effectivement maintenir cette ligne et cette gare, tout simplement parce que c'est évidemment c'est utile pour nos territoires et enfin nous savons tous ce que ça veut dire de fermer des rails. Nous savons tous, c'est que si nous les fermons, nous les verrons plus. Donc le vrai sujet, c'est toujours de se rappeler ce qu'à un moment donné, des femmes et des hommes ont décidé lorsqu'ils ont tout simplement construit cet extraordinaire réseau ferré français. Et finalement, on nous parle de rentabilité surtout, et notamment là-dessus. Bah oui, il y a des éléments de service public qui ne le sont pas, et c'est bien ainsi, et c'est la vie. Et c'est pour ça que nous souhaitons, encore une fois, réaffirmer, dans le cadre des assises tout simplement nationales, ce sujet-là. La parole est à Patrick Durand. Je pense que dans le titre, on peut rajouter le maintien de la ligne Grenoble-Vennes-Gap dans le titre, parce qu'on parle de la gare, et c'est dans le texte. Et puis, on a une particularité sur le sud de Grenoble, c'est le transport de marchandises. Cette ligne, elle est aussi dédiée entre Jarry, Pontelet, mais jusqu'à la vallée du Rhône sur le transport de marchandises. Et qu'est-ce qui serait ce transport de marchandises? Ce serait autant de camions sur les routes. Et quand vous voyez le nombre de wagons qui circulent le soir sur le train de 18 heures, donc je pense que là, on peut peut-être après service public on peut rajouter quelque chose autour du transport de marchandises. Et là, parce qu'on a cette particularité, pas sur toute la ligne, mais au moins jusqu'à Jarry, c'est sûr. On est, je le dis souvent, un des plus gros trains de marchandises qui circulent dans le sud-est. C'est le train qui part de Jarry, de Pontelet, qui transporte ces produits dangereux. Parce qu'il y a aussi les questions de dangerosité autour du transport. Donc on enlève de la route aussi des transports dangereux. Voilà, c'est tout simplement. Autrement, pas de souci. Merci. D'autres interventions? Non. Je vous propose de rajouter dans le titre le maintien de la ligne Grenoble-Vennes-Gap et effectivement dans le texte de rajouter tout simplement également la desserte transport de marchandises, tout simplement, et que ça soit inscrit comme tel, tout à fait. Oui. Avec ces deux ajouts, ça ne vous pose pas de soucis. Donc on les ajoute, qui s'oppose, qui s'abstient à ces ajouts, personne le veut ainsi amendé avec les deux ajouts. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, nous porterons évidemment cela à la fois bien sûr à monsieur le préfet, au préfet de région, mais également au président de la SNCF. Je pense que c'est aussi lui qui a un peu son mot à dire, peut-être beaucoup même. Merci. Une subvention exceptionnelle pour la casemate. Bref, je ne vous refais pas la petite histoire. Depuis plusieurs mois, se déroule sur notre territoire métropolitain un certain nombre je dirais, d'incendies qui ont d'abord visé les forces de sécurité, gendarmerie notamment, mais également un certain nombre d'entreprises publiques, également de collectivités. Et tout récemment, le Fab Lab, le lieu de diffusion, le lieu d'expérimentation, situé à la casemate, dans son premier étage, a été incendié au travers de 3 foyers d'incendie et a ainsi détruit l'ensemble des outils, imprimantes 3D, ordinateurs, l'ensemble du matériel qui était tout simplement utilisé par les enfants, les jeunes, qui venaient tout simplement expérimenter, comprendre un certain nombre de sujets technologiques, scientifiques. Voilà. La revendication de tout cela était d'exprimer, finalement, je dirais, une volonté de détruire ce qui pouvait être considéré comme tout simplement, je dirais, une forme d'endoctrinement, tout simplement à des sujets technologiques, alors que ces lieux sont au contraire des lieux ouverts, des lieux qui questionnent et qui ouvrent l'esprit, et des lieux de liberté, plus que des lieux d'enfermement. La situation est extrêmement délicate. Aujourd'hui, la casemate n'a plus de Fab Lab, n'a plus de lieu d'expérimentation. La ville de Grenoble, propriétaire des locaux, travaille évidemment pour tout simplement
mettre à disposition de l'équipe qui était profondément choquée, touchée. Évidemment, on peut les comprendre. Des locaux et évidemment, une souscription a été lancée qui marche très fort d'ailleurs. Métropolitain se mobilise beaucoup, tout simplement pour aider. Les assurances aussi. La métropole s'engagera naturellement dans son conseil du mois de décembre. Et je vous propose tout simplement que nous puissions nous aussi apporter notre contribution de façon modeste, mais voilà, ce qui est tout simplement pour nous. D'autres pourront le faire également à hauteur de 2 000 €, tout simplement pour aider les médiateurs, pour aider les acteurs au plus vite possible, pour qu'ils puissent très vite recevoir des classes. Je voudrais juste vous rappeler qu'il y avait des classes de Pont-de-Clé qui devaient y aller, c'était là, et qui n'ont pas pu y aller, tout simplement. Donc encore une fois, c'est toujours important derrière des messages aussi de s'interroger qui va fréquenter ces lieux. C'est tout simplement les enfants de Pont-de-Clé, comme d'autres de la commune et d'ailleurs, et qui se retrouvent aujourd'hui privés, tout simplement, de ces sorties qui avaient été sans doute préparées de longue date avec les équipes enseignantes. Voilà, donc nous apportons 2 000 € et nous sommes évidemment en soutien, en condamnation forte, sans appel, à toutes ces formes de violence qui visent à priver la liberté de ce que nous sommes, des citoyens éclairés que nous devons être. Et évidemment, nous serons là-dessus déterminés parce que dans ce territoire-là, je voudrais juste rappeler que le CCSTI de Grenoble est le premier de France. Ça a été le premier qui est né, la médiation scientifique est née ici. Et la métropole grenobloise, comme le territoire grenoblois, a toujours été en avance sur tout simplement ces sujets-là. Et l'obscurantisme n'a pas sa place en terre grenobloise. Le débat, toujours. Le débat pour en découdre, évidemment, et tout simplement faire jaillir la lumière. C'est ce que disent un certain nombre de scientifiques. Mais en tout cas pas de nature violente, tout simplement pour priver les outils, la liberté des uns et des autres. Donc je vous invite évidemment à l'unanimité, je sais qu'elle sera là, mais en tout cas c'est un geste que la ville de Pont-de-Clé fait au CCSTI, tout simplement, et à la culture en général, pour dire que nous serons toujours du côté de ceux qui créent, de ceux qui fabriquent, plutôt que de ceux qui détruisent. Je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci à vous. Quelques comptes rendus de décision du maire depuis la dernière séance. Est-ce que ça appelle des observations? Non? Si? Martine Glé, je vous en prie. Le micro, s'il vous plaît. J'ai lu les décisions du maire et j'ai simplement une question à vous poser. J'ai vu qu'il existe une procédure judiciaire de Madame Laurence Toscano contre la ville. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe? Absolument. Il s'agit tout simplement d'une situation en fait, je dirais médicale, liée tout simplement à une situation d'usure au travail, qui a fait l'objet de la procédure tout à fait classique de passage devant le comité médical qui a donné un avis et que la ville suit toujours. L'agent a considéré que cet avis du comité médical n'était pas conforme et du coup elle a porté tout simplement en justice cette décision pour demander tout simplement que la justice puisse se pencher sur ce sujet-là. Donc c'est tout simplement, je dirais, un élément finalement normal qu'un agent puisse à un moment donné demander à la justice finalement son point de vue sur une décision qui n'est pas prise par la ville, mais qui a été prise par l'un comité médical, qui est une instance dans laquelle tout simplement composée d'acteurs, d'experts et de médecins notamment. Et moi j'ai l'habitude, et nous avons l'habitude avec l'adjointe de suivre les avis de ce comité médical, de ce comité d'experts. Et il est normal et il est logique que finalement, lorsque cet avis ne correspond pas peut-être je dirais
au sentiment, en tout cas à la volonté de l'agent, qu'il puisse tout simplement porter en justice. Dolores ? Pour compléter, le comité médical, il est composé de médecins, il est composé d'élus et il est composé d'organisations syndicales représentatives. Dans le cas de Madame Toscano, parce qu'elle est nommée là, il y a aussi, et sa démarche est tout à fait justifiée, parce qu'il y a des avis médicaux du comité médical, par contre, et il y a des avis un peu contradictoires de ces médecins à eux. Donc, arrivé à un moment, il faut que ça tranche, parce que voilà, donc c'est une procédure tout à fait Merci beaucoup. Pas d'autres points ? Merci, la séance est levée. Merci, excellente fin de journée, de soirée.